Alors, il y avait deux possibilités de redémarrer cet après-midi. Un exercice qu'on aime bien à Marseille, c'est la sieste. Et la sieste à 250, c'est quand même assez super. Mais je me suis dit que vu le niveau, la configuration de la salle, etc., c'était pas top pour faire la sieste. Bon. Et alors, donc, on a choisi un plan B, qui est la table ronde. Hein, en sachant que le défi des intervenants de la table ronde, vous les voyez, ils sont un petit peu avachis, mais ils ont trop bien mangé à midi. Le défi des intervenants de la table ronde, c'est de vous empêcher de faire la sieste. Ce qui est toujours un vrai défi après un repas. Alors, maintenant que vous êtes chaud, on va aborder effectivement la première table ronde qui va traiter en fait des impacts de cette réforme de l'IAE sur les structures. Alors avec un sujet, mais qui n'est pas le sujet exclusif de la table ronde, un sujet qui a déjà été abordé ce matin, qui est la fameuse suppression d'agrément. Hein, mais évidemment, on ne va pas se limiter au sujet de la suppression de l'agrément. D'ailleurs, en plus, si je limitais, je sais qu'il y a des intervenants qui sont particulièrement indisciplinés à côté de moi et qui, de toute façon, me diraient qu'ils vont parler d'autre chose. Donc, pour éviter de me faire déborder, je préfère élargir tout de suite. Alors, on va commencer par Mélanie Lesage. C'est simple, c'est la seule femme de la table ronde. Et on profite pour dire qu'en matière de parité, j'espère que la prochaine fois on pourra faire un peu mieux. Mélanie, vous êtes responsable ressources humaines et administratives dans une structure qui s'appelle Provence TLC, qui est une entreprise d'insertion. Et je ne vais pas vous demander de présenter votre structure, on va aller directement au but. Première question, la suppression de l'agrément pour une structure comme vous, qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Donc la suppression de l'agrément, je suis mitigée. À la fois, je ne suis pas contre parce que au moment de recruter, je me dis toute la démarche administrative qu'il y avait pour avoir l'agrément auprès du Pôle emploi, je ne l'ai plus. Par contre, au niveau du recrutement, je me dis que ma partie diagnostic va sûrement me demander plus de temps. Donc je suis entre les deux. Vous êtes entre les deux? Ouais. Et je pense comme beaucoup de monde autour de nous actuellement. Et alors, quand même, dans cette réforme, on parle en fait d'un sorte d'allègement des formalités. Et quand je vous ai eu au téléphone pour parler, vous m'avez dit « Oui, mais derrière l'allègement, il peut y avoir bien autre chose ». Vous pouvez nous en dire plus? Quand on reçoit anciennement, du coup, une fiche de prescription, parce que le monsieur parlait ce matin, on reçoit quand même un petit diagnostic avec où on sait un peu où on va mettre les pieds, on sait un peu le parcours de la personne. Avec la fin de cette fiche et la fin de l'agrément, on n'aura plus ce diagnostic-là. Donc au moment où on va recevoir juste un CV ou juste une fiche qui dira cette personne est éligible à l'IAE, il va bien falloir que nous, structures, que ce soit ACI, EI, AI, TTI, il va bien falloir qu'on fasse un diagnostic, savoir la personne correspond-elle plus entre guillemets à un profil EI ou à un profil ACI. À la base, on est quand même sur 4 étapes qui permettent d'avoir un parcours réel et complet sur l'IAE. Et logiquement, une EI ne peut pas prendre un profil ACI puisqu'il y a des étapes différentes pour permettre justement la sortie vers l'emploi. Si je n'ai pas cette fiche et si je ne sais pas ce que la personne a fait avant, il va bien falloir au moment du recrutement que je fasse ce diagnostic-là et ça va me demander du temps. Et il va falloir que toutes les structures prennent ce temps-là et ça peut être compliqué. Et pour vous, ce temps que vous allez devoir prendre, c'est un temps qui risque d'être perdu au détriment d'autres tâches? C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que je prenne plus de temps pour mon recrutement et je ne voudrais pas non plus que mon accompagnement soit moins... Je ne veux pas perdre non plus de l'efficacité dans mon accompagnement par la suite. Donc en fait, vous avez peur
d'un accompagnement qui soit moins bien réalisé à cause de ces tâches nouvelles? Alors moi je parle pour moi parce que moi je suis seule à faire ça pour l'instant sur ma structure. Mais là, au vu des changements qu'il y a, il faudra peut-être, et du nombre de postes d'insertion que j'ai aussi maintenant, il va falloir que j'envisage, je me dis, peut-être une collègue de travail ou un collègue de travail. Hein. Quelle est la taille de votre structure? Nous sommes 43 salariés, dont 26 en insertion. D'accord. Vincent Barral, alors vous, c'est une manie, hein, ce matin on fait venir des gens du nord de la France. Pas du nord. Non, France. J'ai dit du nord de la France. On a encore le droit d'avoir des points cardinaux, même quand on est à Marseille. Oui, ah, d'accord. Donc, vous êtes le directeur de la ressourcerie dans le Pas-de-Calais. Et de la Somme. Et de la Somme. Donc, vous avez une somme de remarques à faire. Tout à fait. Et surtout, vous êtes dans une démarche expérimentale. Quand on s'y au téléphone, vous expérimentez beaucoup de choses actuellement. Et vous expérimentez notamment la fameuse plateforme qui répond au joli nom de E2. Oui, effectivement. Donc on a expérimenté en 2019 la plateforme Ma Dynamique IAE, donc en lien avec les services de l'État et notamment la Directe Hauts-de-France, qui nous permet très brièvement de placer les demandes de conventionnement, les suivis, les bilans, mais également toute demande de LDI via une plateforme qui s'appelle Ma Dynamique IAE. Courant 2019, nous avons été invités par les services de la Directe du Pas-de-Calais, donc l'unité départementale, pour assister à des rencontres de co-construction avec une start-up d'État qui s'appelle E2 pour co-construire une plateforme qui s'appelle Plateforme de l'inclusion, qui, je le rappelle, est un des éléments essentiels du pacte ambition de l'IAE, donc c'est la mesure numéro 26. Donc il y a eu 3 rencontres avec la start-up d'État dans le Pas-de-Calais, je présume également, alors 3 départements ont été choisis, le Pas-de-Calais, la Seine-Saint-Denis et le Bas-Rhin. Donc voilà, ou le Haut-Rhin, alors je confonds toujours. Bas-Rhin, voilà. Et donc, je dirais que là, depuis le 1er janvier, cette plateforme est effective et qui permet justement à la fois aux prescripteurs, à la fois aux bénéficiaires et également aux employeurs de pouvoir créer chacun leur compte, donc unipersonnellement. Donc voilà, si vous avez une dizaine de personnes par structure employeuse, en termes de CIP par exemple, elles s'inscrivent toutes, elles ont tout un code d'accès, hein, donc c'est assez facile, c'est une boîte mail avec un mot de passe. Et ce qui permet justement de fluidifier et de mettre en ligne tous les métiers dont dispose la structure, et notamment chez nous, l'atelier chantier d'insertion, qui est la ressourcerie. Ensuite, au niveau des prescripteurs, grande nouveauté, grande révolution, comme le disait Thibaut Gulli ce matin. Au niveau des prescripteurs, il y a 2 types de prescripteurs aujourd'hui. Des prescripteurs ancienne version, si je puis dire, donc qui sont issus du service politique de l'emploi, hein, donc avec Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi. Et puis à côté de ça, il y a les prescripteurs dits orienteurs, qui peuvent être des clubs sportifs, des clubs de belote, des responsables de santé, ou tout autre CCAS. Et donc là, par rapport à ça, il y a quand même une certaine fluidité qui a été souhaitée pour aller chercher, capter les invisibles qui n'étaient pas répertoriés dans les fichiers de Pôle emploi ou de la mission locale. Et puis ensuite, il y a les bénéficiaires qui peuvent être accompagnés par tout type de prescripteurs, hein, donc prescripteurs anciennes historiques et prescripteurs orienteurs. Et je dirais que là, voilà, c'est comment aussi
postuler au sein de structures de l'insertion par activité économique, où, alors je précise également, puisqu'il y a différents types, il y a 6 types de structures qui peuvent être présentes sur ce site, sur cette plateforme. Ce sont les 4 types d'SIAE, les AI, les ACI, les EI et les ETTI, et ensuite également les GEC, et également les entreprises adaptées. Et donc, ça doit créer une certaine fluidité. Bon, donc là, pour nous, c'est vraiment expérimental. On a eu une rencontre encore cette semaine de mise en place, hein, donc avec Chantier École Hauts-de-France, notamment. Pierre Delaforge est venu, hein, c'est l'un des concepteurs de la plateforme au sein de la start-up d'État, dont je remercie encore la venue, mais il reviendra encore pour donner la bonne parole et nous accompagner dans cette révolution numérique pour nous, mais également pour les bénéficiaires. Moi, ma grande interrogation aujourd'hui, c'est qu'il y a une co-construction. Cette co-construction, c'est toujours se réalise toujours, hein, on est toujours proactif. Hein, et ce qui est bien aussi, c'est que c'est un outil qui est conçu sur le terrain avec les acteurs. Et non pas, j'ai rien contre les Parisiens. Vous savez, les Parisiens, ils sont extrêmement choyés quand ils viennent à Marseille. Voilà, tout à fait. C'est une tradition ici. Mais ça permet aussi d'avoir une source descendante ou ascendante, peu importe les termes. Mais je dirais que c'est vraiment réalisé à notre image. Le souhait original, c'est ça, c'est que ça soit à l'image des structures par l'insertion d'activité économique. Alors, c'est vrai que aussi, il va falloir que les acteurs du territoire, les fameux orienteurs, se mobilisent pour justement s'inscrire en dehors des prescripteurs historiques, des CCAS, etc. Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais après, c'est comment permettre à des acteurs, par exemple des clubs sportifs, comment dire, des associations de quartier puissent s'inscrire aussi dans cette démarche. Et là, par rapport à tout ça, je ressens un peu un flottement. Alors, est-ce à nous, structure d'insertion, de faire le boulot, aux têtes de réseau voilà. Alors, restons quand même un instant sur la question des plateformes, parce que là, vous nous parlez de la plateforme développée avec la start-up d'État, mais vous me disiez au téléphone qu'en fait, il y a toute une économie des plateformes qui se met en place. Gestation. Et que chaque département va avoir sa plateforme. Enfin, comment vous voyez cette créativité plateformique ? Alors, les départements se sont aperçus qu'il y avait une création de plateforme de l'inclusion qui était en cours. En tout cas, les techniciens que nous avons rencontrés dans le département de Pas-de-Calais lors du CDIAE. Ensuite, dans le Nord, on a appris aussi que des gens étaient étonnés. Alors, le Nord n'est pas concerné par la phase expérimentale. Mais voilà, c'est comment aussi articuler tout ça et fluidifier pour nous faciliter la vie, comme le disait ma collègue. Moi, j'ai mes conseillers en insertion professionnelle qui me disent Vincent, on va devoir passer plus de temps. Moi je les rassure quand même en disant c'est quand même un outil de facilitation, c'est un outil qui va nous permettre d'aller capter des publics qu'on n'avait pas l'habitude de voir, des gens qui n'étaient plus inscrits chez Pôle emploi, puisque les personnes n'étant pas inscrites chez Pôle emploi vont pouvoir aussi s'inscrire via cette plateforme. L'autodiagnostic, oui, pourquoi pas, mais je voudrais pas... Je dirais, on est partenaire de Pôle emploi, comme les acteurs historiques de la prescription, et en termes de capacité à prendre des risques, capacité à
se faire condamner, pourquoi pas, mais je dirais qu'à un moment donné, il faut réduire les risques, ces risques-là également. Est-ce qu'on a des risques uniquement de reversement d'aide au poste? Est-ce qu'on a des risques de judiciaires via les prud'hommes? Parce que là, à un moment donné, si 18 mois, 19 mois après, on se rend compte que la personne n'était pas éligible à l'IAE et on a fait un mauvais diagnostic, ça peut arriver. Voilà. Ou pourquoi pas bénéficier, faire rentrer quelqu'un qui était auparavant dans une autre structure. Quelle est la responsabilité des uns et des autres vis-à-vis d'une potentielle erreur? Je dirais que par rapport à ça, l'erreur est humaine aussi. Mélanie, c'est des questions que vous partagez avec Vincent Barral? Oui. La responsabilité que nous, accompagnateurs, on va avoir et notre direction aussi, ils veulent savoir dans quoi ils vont mettre les pieds. Au final, c'est nous, accompagnateurs, recruteurs, qui allons choisir, entre guillemets, les personnes qu'on va intégrer. Mais s'il y a une question légale, c'est pas l'accompagnateur qui va prendre, c'est notre directeur, légalement parlant. Donc, il va falloir quand même la question va se poser si à un moment donné, on a un contrôle et qu'on met en avant la responsabilité de notre dirigeant. Oui, la question se pose. Et vous avez une idée de à quoi ressemble la plateforme aujourd'hui, même si vous ne l'expérimentez pas? On a eu un CTA avec le Pôle emploi de Vitrolles et Marignane qui nous ont montré, alors 2-3 pages parce qu'ils n'en avaient pas plus non plus. Ils ont essayé, les pauvres, de répondre au maximum à nos questions parce qu'on était tous plein de questions autour de la table. Elles ont essayé de faire au mieux, mais elles sont comme nous, elles sont plein de points d'interrogation. Il y en a une que je vois juste en face de moi, et elles ont essayé de faire au mieux, mais il y a plein de points d'interrogation encore sur cette plateforme. Il est vrai aussi que cette plateforme doit nous accompagner justement à recruter, parce que bien souvent on a des problèmes de sourcing et qu'on pêche aussi à trouver les bonnes personnes, des hommes et des femmes, et surtout en zone rurale, à venir travailler chez nous. Et c'est un vrai sujet, c'est comment nous permettre d'avoir un certain vivier d'hommes et de femmes qui pourraient intégrer la structure. Ok. Il a été beaucoup question de Pôle emploi. Xavier Guidoni, vous êtes le responsable des partenariats à la direction régionale de Pôle emploi. D'abord, Pôle emploi par rapport à tout ce pacte d'ambition IAE, vous le voyez comment? Bon, on le voit avec enthousiasme. C'est difficile de communiquer de l'enthousiasme juste après le déjeuner, mais je vais essayer de le faire. Vous voulez dire que c'était pas bon? Si, mais vous me donnez l'occasion de redire l'importance qu'a l'IAE pour Pôle emploi et l'importance évidemment de ce qui se joue autour de ce nouveau paradigme qu'est le pacte d'ambition. On a une feuille de route avec Pôle emploi qui nous lie à l'État et à l'UNEDIC, c'est une convention tripartite qui nous lie pour la période 2019-2022, qui comporte une feuille de route extrêmement ambitieuse, comme elles le sont souvent, mais au fond, il y a beaucoup d'actions, mais il y a une mission essentielle. Il y a des conseillers de Pôle emploi dans la salle et ils le savent, la mission essentielle, c'est l'accélération du retour à l'emploi durable des demandeurs d'emploi. Et nos conseillères œuvrent au quotidien pour les personnes qui en ont le plus besoin. Donc, à ce titre, on sait que la meilleure manière, ça a été rappelé par le haut-commissaire à la pauvreté ce matin, la meilleure manière de sortir de l'exclusion, évidemment, c'est la mise en activité. Et l'IAE est un levier, une des solutions pour cette remise en activité. Et c'est aussi un formidable levier, ça a été dit ce matin, ça a été évoqué, mais je me plais à le rappeler, un formidable levier pour développer les compétences des demandeurs d'emploi. Donc, on a bien évidemment... Pôle emploi a été associé aux travaux du Conseil d'inclusion dans l'emploi, et donc on accueille, je le redis, c'est le message, il paraît qu'il faut insister sur son message principal au début de son intervention, on accueille la création de 100 000 postes supplémentaires dans l'IAE et le pacte d'inclusion avec beaucoup d'enthousiasme. Ça c'était simplement, merci de m'avoir laissé l'occasion de le dire en propos introductif, et après s'il y a des questions sur le point de vue de Pôle emploi sur la suppression de l'agrément, je pourrais bien sûr en dire un mot. Eh ben justement. D'accord. Ah oui, il va falloir que donc, comme j'ai bien écouté ce qui a été dit ce matin, évidemment, la confiance a priori, elle vaut aussi pour nous, et je précise, donc
je le dis hélas solennellement, qu'on regarde avec Pôle emploi, on porte un regard sans méfiance sur la réforme de l'agrément. Sur la confiance a priori, c'est un peu dans l'ADN de Pôle emploi. On a même quelque chose dans notre projet stratégique qui s'appelle le pari de la confiance. Donc on va le faire évidemment aussi dans ce domaine-là. Thibaut Guilhuy, Bruno Lucas et Laurent Suster ce matin, si j'ai bien compris ce qu'ils disaient, c'est que l'objectif de cette mesure, c'est d'accroître le nombre de bénéficiaires de l'IAE, d'une part en élargissant la faculté de prescrire des entrées en SIAE et la faculté de valider l'éligibilité des personnes aux acteurs du service public de l'emploi élargie, et même très élargie dans ce que vous dites, et aussi en permettant aux SIAE de recruter directement des salariés. Si c'est ça les deux objectifs de la suppression de l'agrément, c'est indéniablement une bonne mesure. Alors c'est une bonne mesure, d'abord parce que ça va bénéficier aux personnes qui en ont le plus besoin, indéniablement, et ensuite peut-être, et c'est là que c'est important pour Pôle emploi, et que dans le regard qu'on porte là-dessus, le sujet important il est là, parce que ça va permettre de libérer les conseillers de Pôle emploi de tâches administratives et de se recentrer sur leur cœur de métier qui est l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Alors, les conseillers, dans le cadre de leur relation avec les structures de l'IAE, ils ne font pas que de l'agrément. Je sais qu'il y en a dans la salle, donc je sais qu'ils font aussi beaucoup de choses. J'aurai peut-être l'occasion d'insister après. Il y a des forums, il y a des choses intéressantes qui ont lieu sur tous les territoires de la région. Mais on est conscient que ce qui structure aujourd'hui essentiellement la relation entre Pôle emploi et les acteurs de l'IAE, ben ça repose sur une logique procédurale, sur un enchaînement d'actes administratifs, de saisies informatiques. Donc c'est des choses qui sont à la fois coûteuses en temps, qui sont complexes, qui peuvent être génératrices d'erreurs, bien sûr, de ralentissement ou de blocage. Et donc, ça a été dit ce matin, mais je le redis, et je le redis au nom de Pôle emploi, ce qui est intéressant, c'est que demain, le temps dédié à ces tâches, je crois qu'en 2019, dans la région, je ne vais pas dire de bêtises, c'est 6000 agréments, un peu plus de 6000 agréments qui ont été délivrés par Pôle emploi, c'est que ce temps puisse être réinvesti pour permettre davantage de collaboration avec les SIAE, pour faire des choses qui seront intéressantes et utiles. Donc, utiliser, comme vous le disiez, Monsieur Suster, ce nouveau paradigme de la prescription pour faire des choses, pour orienter davantage de bénéficiaires vers les structures, donc ça veut dire plus de prescription, parce que pour passer à l'échelle, on a évidemment un rôle là-dedans, pour mieux accompagner les SIAE dans leur recrutement, et aussi pour mieux accompagner les personnes dans leur dynamique de parcours, donc pour encourager cette logique d'emploi durable. Donc si, pour le dire vite, la réforme de l'agrément, si moins d'agréments, ça veut dire plus d'IAE, c'est un peu slogan, c'est évidemment quelque chose qu'on accueille avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attentes. Alors, j'ai envie de poser une question à la fois conjointe à Vincent Barral et à Mélanie Lesage. Finalement, tout le monde parle d'une amélioration de la relation partenariale avec l'ensemble de vos partenaires, permise grâce à cette refonte de l'IAE. Est-ce qu'il faut appuyer sur le petit bouton rouge? Voilà. Et pour vous, comment... C'est bon? Donc, est-ce que pour vous, il y a cette amélioration de la relation entre partenaires, d'abord c'est un enjeu, est-ce que vous pensez que ce pacte d'ambition va effectivement permettre de progresser encore dans les partenariats? Je dirais qu'il n'y a jamais eu de rupture entre nous et nos partenaires. Déjà, on va rassurer tout le monde. Je dirais que cet outil, c'est un formidable outil qui va permettre, j'espère, de mettre en avant les personnes qui ne sont plus inscrites où que ce soit, recherche à l'emploi, et notamment chez Pôle emploi, mission locale, Cap emploi. Après, comme tout nouvel outil, il a besoin d'être rodé, c'est pour ça qu'il est expérimenté. Il va évoluer aussi encore, ça c'est pas un souci. On va nous organiser entre structures de l'IAE, notamment dans le Pas-de-Calais, de multiples rencontres à travers
tout le département, qui est le plus jeune de France, je le précise aussi. Et que je dirais que là, par rapport à tout ça, on n'est qu'au début de l'expérience. Parce que on débute. Et là, il y a eu 300 recrutements qui se sont réalisés, qui ont été réalisés de par cette plateforme. Et sur les 299 pour être précis, sur les 299, 144 ont été réalisés dans le Pas-de-Calais. Voilà. Mélanie. Je suis d'accord dans le sens où nos partenaires, que ce soit tous les partenaires d'IAE, ou les Pôle emploi, les PLI, des AIE, tous les dispositifs qu'il peut y avoir, on travaille déjà en partenariat, on n'a pas attendu ce pacte ambition et la mise en place de la plateforme pour travailler tous ensemble. On travaille déjà tous ensemble sur nos territoires. Là, moi, la question que je me pose, c'est à un moment donné, on change ça aussi pour que les personnes deviennent employables sur les entreprises classiques. Hein. Et là, je pense que les différents partenaires vont avoir un rôle aussi pour nous aider à placer ces personnes-là et à essayer de sensibiliser les entreprises classiques à embaucher nos salariés en insertion. Je pense que là, il va y avoir un rôle aussi important de nos différents partenaires pour l'emploi PLIP pour qu'on puisse avoir cette passerelle-là aussi. Et leur rôle d'animateur va être important sur nos territoires. Je dirais que là, par rapport à ça, j'ai oublié de parler aussi d'associations caritatives, etc. Vous parliez justement de fusion de services de l'État entre la Directe et la DDCS. Parce que c'est un travail de titan aussi pour informer les prescripteurs orienteurs qui peuvent être orienteurs. Et je me dis, là aujourd'hui, on n'a pas de réponse, je n'ai pas la réponse aujourd'hui pour savoir comment ces orienteurs vont être contactés, identifiés. Alors on a dans nos fichiers des partenaires locaux. Mais je dirais par rapport à ça, pas toujours un nouvel outil, que vont-ils dire également. Alors, on attend beaucoup aussi peut-être des services de l'État pour des services de l'État ou d'autres. Hein. Moi je ne sais quoi, on est volontaire pour faire avancer les choses, mais pas tout seul. Xavier Guénely, pendant le temps de l'expérimentation qui se mène aujourd'hui avec 3 départements, qu'est-ce qui se passe dans le reste des départements? Vous anticipez les expérimentations, les choses restent... Enfin, qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui ne bouge pas aujourd'hui dans vos relations avec l'IAE? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas brûler les étapes. Hein. Il y a des expérimentations en cours. Dans les 3 départements que vous avez cités, on va évidemment être très, très attentif et attendre les résultats de ces expérimentations, que moi, en tout cas, je n'ai pas encore. Hein. Donc, à ce stade, il est trop tôt pour nous pour en tirer des enseignements. Et puis, il faudra aussi, ça a été dit, un cadre juridique, réglementaire pour encadrer tout ça. Et donc, dans l'attente de ces textes, dans l'attente de ces cadrages et de ces retours d'expérience, on va continuer, on va poursuivre nos coopérations dans le cadre actuel. De toute évidence, tant du point de vue de la gouvernance, alors je sais que c'est l'objet de la prochaine table ronde, que du point de vue de la délivrance des agréments. Donc sauf à ce que je dise une ânerie, je pense que dans la période, en attendant qu'on passe à l'étape et à la mise en place du nouveau paradigme dont on parlait, on va continuer à délivrer des agréments. Mais, et ça c'est important quand même, la relation, je l'ai dit tout à l'heure, j'en profite pour en parler maintenant, la relation entre les structures de l'IAE et les conseillers de Pôle emploi, elle ne se limite pas déjà aujourd'hui à la délivrance de l'agrément. Il y a plein d'autres choses qui sont faites. Je discutais tout à l'heure avec des collègues de l'agence de la Belle de Mai, avec Nadia, et c'est une façon aussi pour moi de rappeler que les conseillers de Pôle emploi, ils sont, au-delà de l'accomplissement des actes administratifs que j'ai eu l'air un peu de dénigrer tout à l'heure, mais parce que évidemment, ça va être plus intéressant de les dépasser pour passer à une autre étape. Mais ils sont très investis dans leur mission, ils font des choses, ils mettent en œuvre des sessions d'information, ils organisent des forums. Il y a le forum, comment tu me dis, il s'appelle l'IAE et après. L'IAE après, qui est organisé par nos conseillers entreprises et qui permet de mettre des sortants de parcours de l'IAE
en relation directe avec des entreprises de droit commun pour faciliter cette insertion dans l'emploi durable. Donc le fait, enfin on peut, et ça rejoint un peu votre question, on peut commencer effectivement à anticiper, même si on va continuer administrativement à délivrer les agréments en attendant qu'on passe à la nouvelle étape, on va bien évidemment continuer et accentuer ce travail qui se noue au quotidien avec les SIAE qui apparemment fonctionne bien, quoi. Donc travailler plus en proximité avec les SIAE, c'est ce que nous permettra la réforme, mais ce travail en proximité, il existe quand même déjà aujourd'hui, quoi. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Si, mais j'ai envie de rajouter une chose. Est-ce que, parce que quand j'ai préparé la table ronde, certains m'ont dit, est-ce qu'on ne risque pas dans le nouveau système de passer de partenaire à prestataire? Vous voyez, vous, du côté de Pôle emploi, vous réagissez comment? Pour moi, on est vraiment dans une logique partenariale. C'est-à-dire à partir du moment où on construit des complémentarités d'action pour encourager de la dynamique de parcours et pour contribuer collectivement à faciliter le retour à l'emploi durable des publics, pour moi c'est une logique c'est une logique partenariale, c'est pas une logique de prestation. Enfin, je sais pas ce que vous entendez par cette... Enfin, je vois bien la différence entre partenaire et prestataire, mais pour moi, la logique qui lie Pôle emploi aux structures de l'IAE, c'est une logique éminemment partenariale. Il n'y a pas d'ambiguïté là sur ce... Vincent Barral, il n'y a pas d'ambiguïté non plus pour vous? Je dirais que c'est un point de vigilance. Je dirais qu'aujourd'hui, il existe... on passe beaucoup de temps, les métiers support, on passe beaucoup de temps à remplir des formulaires sur la plateforme. Parfois, c'est les mêmes données qui sont à remplir. Mais comme il n'y a pas d'intermodalité entre plateformes, je dirais qu'il faut passer du temps à re-remplir. Et je dirais que par rapport à ça, cette plateforme de l'inclusion, ce qu'on peut dire, ça, alors, contrairement aux propos préparatoires, je dirais, ça permet de fluidifier, de mettre un peu plus d'humain et de replacer l'homme au cœur du projet. Au niveau de la plateforme de l'inclusion, je sais pas. Ensuite, je dirais, il y a de plus en plus de charges administratives dans les SIAE, et c'est là où partenaire oui, prestataire, ça fait beaucoup. Alors c'est plus de papier qu'on remplit, même si on doit les imprimer, les signer après. Mais on passe beaucoup de temps à remplir des dossiers et maintenant des plateformes. Vous partagez ce constat, Mélanie? Pour l'instant, je ne l'ai pas vu cette plateforme. Donc partager ce constat, je ne peux pas. Mais ça fait peur si on doit encore plus passer de temps à faire du papier. Sur la plateforme de l'inclusion, c'est sur l'ensemble. Oui, c'est... Après, la partie diagnostic va nous prendre plus de temps. Ça, oui. Et alors, vous m'aviez dit que vous voyez aussi dans ce pacte d'ambition de nouvelles opportunités pour la formation des salariés. On développe déjà des compétences dans nos différentes structures IAE. On les développe et là, avec dans le pacte d'ambition, il y a quand même la formation qui est aussi un point important et avec les PIC IAE, avec les budgets qui vont nous être accordés, on va pouvoir encore plus les qualifier et mettre en... Nous, on a déjà commencé à mettre en place des AFEST à l'intérieur de notre I. On a déjà remis à jour notre référentiel de compétences, le but étant de prouver que les salariés sur une IAE peuvent développer des compétences qu'on peut transférer sur une autre entreprise dite classique. Et avoir ce budget en plus formation va nous permettre d'en faire en interne, mais aussi de pouvoir financer des projets qu'ils ont eux. Moi, je suis super contente, et je ne pense pas être la seule, d'avoir ce budget formation qui s'ouvre à nos salariés en insertion. Alors, ok pour les budgets, mais et en face des budgets, ce qui est déjà une bonne chose, vous pensez que parce que parfois au niveau de formation, on a les budgets, mais par contre, la mise en œuvre de la formation, l'organisme qui vous... ça peut poser un problème si en face il n'y a pas l'offre
que vous souhaitez? Vous pensez qu'elle sera au Bah, rendez-vous? nous, on souhaite développer des formations en interne déjà, donc on est parti dans cette politique-là. Et après, avec les différentes structures qu'il y a dans l'IAE, je pense qu'on peut trouver de quoi avoir des organismes de formation en lien aussi. Alors, toutes les structures de l'IAE ne sont pas que des EI, il y en a, ils ont quand même un gros package autour d'eux, et je pense on est des partenaires et on va essayer d'utiliser les compétences de chacun pour essayer d'utiliser ce budget formation. Sur la formation, Xavier Guidoni? Non, bah, sur la formation, ça a été dit, effectivement, il y a les budgets qui sont alloués à travers ce PIC dédié. J'ai pas à ça pas grand chose à ajouter. On est sur un public salarié, donc effectivement la logique de formation relève des moyens supplémentaires qui sont alloués à travers cette ligne. Ok. Alors, j'ai oublié de vous dire que dans ces tables rondes, vous avez aussi le droit à la parole, et qu'à la fin de la table ronde, j'ai demandé, et on a prévu, que Laurent Suster et Joséphine Labroue de la DGEFP viennent résumer un peu des choses ou préciser des choses qu'ils auront entendues. Mais si vous avez des questions, et je sais, parce que le temps de midi m'a été utile, non seulement pour manger et pour boire, pour connaître les uns les autres, mais on m'a dit qu'il y avait une certaine frustration dans les réponses qui ont été apportées ce matin aux questions. Donc s'il y a des questions qui veulent se remanifester et demander des précisions, c'est le moment de le faire. Mais est-ce que, donc, sur cette refonte de l'IAE, sur la suppression de l'agrément, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent exprimer une question ou un commentaire? Oui? Alors, attendez, est-ce que je... Merci. Je suis Mme Benzora, directrice de 3 entreprises d'insertion et présidente d'un chantier d'insertion. Et je ne vois vraiment pas l'intérêt de nous enlever les agréments donnés par Pôle emploi parce qu'ils font un travail formidable avec nous. Et mis à part ça, on a des suivis tous les 3 mois. Donc ça nous permet de repositionner un petit peu les gens sur d'autres offres. Et je ne vois vraiment pas l'intérêt. Enfin, quelle est la valeur ajoutée de ce dispositif qui va nous enlever ça va nous donner du travail en plus à nous. On ne connaît pas bien le public parce que ça va être finalement des gens qui vont venir nous voir sans orientation et je ne vois pas l'intérêt. Franchement, ça me laisse sur ma faim et je suis un peu dubitative. Je vais essayer de le redire du point de vue de Pôle emploi. L'intérêt, c'est que merci pour l'hommage que vous venez de rendre au travail qui est effectué par les collègues de Pôle emploi, ils y seront sensibles. L'intérêt, à mon sens, je le redis, c'est que le travail qu'ils investissent aujourd'hui dans des actes qui ont quand même un caractère procédural, administratif, c'est quand même une chaîne et un enchaînement d'actes métiers qui sont complexes. Ils pourront le réinvestir, mais à votre bénéfice aussi et au bénéfice des publics en insertion. Par exemple, ils pourront vous aider, vous disiez que vous aviez sur vos 40 salariés une vingtaine, c'est ça, un peu plus, qui sont en insertion. Je pense que les collègues de l'agence de Vitrolles, il y en a dans la salle apparemment, pourront peut-être et pourront certainement, sur le temps qu'ils ne consacreront plus aux actes administratifs liés à l'agrément, vous apporter un appui et apporter un appui à ces salariés pour construire un parcours et aller vers l'emploi durable auprès d'entreprises de droit commun. C'est ce que, je pense que l'utilité, moi je la vois là, je ne sais pas si je vous réponds clairement, mais c'est du temps qui aujourd'hui est consacré à des choses et qui doit être consacré à d'autres, c'est-à-dire d'une part à une augmentation des prescriptions, à faciliter l'accès aux services et aux prestations de Pôle emploi à ces publics qui aujourd'hui n'y accèdent peut-être pas suffisamment. On organise des prestations pour valoriser son image de soi, pour faire des... Il y a beaucoup de choses, on dispose de la méthode de recrutement par simulation, vous le faites déjà, mais ça pourrait être fait de façon, c'est ce que je vois à votre réaction, mais ça pourrait être fait davantage. Et puis on pourra
associer les salariés en insertion aux opérations de recrutement en nombre que nous faisons. Il y a une opération qui s'appelle Hashtag vers un métier, je fais un peu de pub, qui a lieu chaque semaine dans chaque agence de Pôle emploi pour faciliter l'accès à l'emploi sur des métiers en tension. Toute cette dynamique d'action utile, pertinente pour favoriser le retour à l'emploi pourra être investie parce qu'on va dégager du temps, les salariés de Pôle emploi vont dégager du temps administratif pour faire ça. Moi, c'est l'idée centrale qui, à mon avis, fonde, de notre point de vue, l'utilité de cette réforme. Donc je pense que, alors, vous y trouverez votre compte, bien sûr, mais les salariés en insertion et les publics, qui sont quand même finalement l'élément central de nos politiques et de nos préoccupations, ils y trouveront, eux, bien évidemment leur compte. En tout cas, c'est le pari, à mon avis, c'est le pari qui est fait à travers ce pacte. Enfin, c'est pas, là, pour le coup, c'est pas trop à moi de le dire, mais le regard que j'ai là-dessus, c'est ça. C'est moins de tâches administratives pour plus de collaboration directe au niveau des écosystèmes locaux. Hein, parce que, encore une fois, je ne sais pas qui l'a dit, mais ce n'est pas des choses qui vont se décréter depuis une direction générale et même depuis une direction régionale de Pôle emploi. Ça va se travailler, avec vous et les conseillers de Vitrolles, concrètement, avec les conseillers de Marseille-Belle de Mai, je ne vais pas citer toutes la dame de la Valette qui ne va pas être contente si je ne cite pas la Valette, mais voilà, c'est ça, à mon sens, l'utilité. Je ne sais pas si je réponds à votre question. En même temps, si le délégué général de la DGEFP et M. Guy n'ont pas répondu, ce serait vraiment très immodeste de penser que je peux faire mieux que... Monsieur Barral voulait ajouter quelque chose. Il y a deux façons de recruter aujourd'hui via les structures d'insertion. Soit l'autodiagnostic, où là, il n'y a plus d'agrément. Bien évidemment, Pôle emploi pourra toujours prescrire. Et là, par rapport à ça, vous garderez quand même des tâches administratives. Je dirais que là, tout ne va pas incomber à la structure d'insertion. Donc ça, c'est une première chose. L'agrément disparaît, certes, il y aura une attestation qui sera délivrée via la plateforme de l'inclusion. Donc voilà. Tout ça, c'est encore en train de se mettre en place. Aujourd'hui, c'est un mail qui nous est envoyé. Demain, ça sera un bouton sur lequel on pourra cliquer via cette plateforme qui nous permettra justement d'imprimer cette attestation avec un numéro dédié lié à la personne. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Oui, madame, est-ce qu'on peut... Attendez, on va vous... Alors, attendez, on va prendre une question là, et ensuite il y a une question de l'autre côté de la salle. Bonjour, Audrey Amiel, je gère 4 entreprises d'insertion sur la région sud. Et du coup, j'ai pas mal d'agréments en cours pour mes salariés en insertion. La question que je me posais et que je voulais vous poser, c'était par rapport au lien avec l'ASP. Aujourd'hui, quand on doit compléter une fiche salarié sur l'ASP, on doit absolument mettre le numéro d'agrément de cette personne. Comment ça va se passer une fois que l'agrément va disparaître? Est-ce qu'il va y avoir un autre élément qui va être demandé par l'ASP? Est-ce que vous avez des informations? Ok. Alors, on prend cette question et je vais demander qu'on prenne une deuxième question qui était par là-bas. Alors... attendez, il faut qu'on vous entende, madame. Le micro arrive. Le micro arrive. Bonjour, Catherine Leclerc, TTI, idée intérim. Je voudrais connaître les critères d'éligibilité qui vont être retenus pour que nous, structures d'insertion par l'activité économique, puissions faire le diagnostic de l'éligibilité du public qui va venir en direct chez nous. On a parlé de 2, de 3, on ne sait pas trop lesquels. Est-ce que ça a évolué? Alors, première question, numéro d'agrément. Si vous recevez une attestation avec un numéro, vous fournirez l'attestation dédiée fournie par la plateforme de l'inclusion. Si j'ai bien compris le fonctionnement, hein, mais je pense que c'est la bonne réponse. Excusez-moi, j'ai eu les critères. Alors, il y a les critères de niveau 1 et les critères de niveau 2. Il suffira d'un seul critère, à minima critère de nature de niveau 1.
si la personne touche bénéficiaire du RSA, pardon, ou des ASS, par exemple. Et ensuite, de niveau 2, il faudra 3 critères, répondre à 3 critères minimum, notamment par rapport au logement, la santé. Bon, après, les connaître tous par cœur, là... comment ? Pardon. Donc par rapport à ça, je suis pas encore... voilà, devant un écran, j'y arrive, mais j'ai pas retenu encore tout cela par cœur. Mais ça reste des élèves. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez qu'on précise 2-3 trucs par rapport à ça ou pas? Je vous donnerai la parole. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions de la salle? Oui, ici. Et est-ce qu'il y en a de ce côté-là, tant que le micro est de ce côté-là? Madame, alors, une question ici et une autre ici. Oui, bonjour. Moi, je me pose la question par rapport aux personnes qui ont déjà eu un agrément. Comment nous, on peut savoir qu'elle l'a? Puisqu'on part sur une confiance a priori. Si on fait un diagnostic mais qu'une personne a déjà eu un agrément, qu'est-ce qui se passe? L'agrément via la plateforme de réclusion. L'agrément court durant 24 mois, donc il n'y a pas de changement. Il reviennent quelques années. Il y a des publics qui ont eu un premier agrément de 24 mois dans une structure d'insertion, peu importe, qu'ils soient un chantier, une île ou autre, et qui reviennent vers vous une deuxième fois, quelques années plus tard, une troisième fois, même quelque part, ou d'autres qui viennent, qui sont déjà en agrément sur une structure d'insertion et qui viennent par exemple frapper à la porte de l'ETTI parce qu'ils se sentent, entre guillemets, on est entre nous, employables. Alors techniquement, le premier jour de l'agrément, c'est le premier jour du contrat de travail. Donc ça c'est une chose essentielle. Comme je le disais tout à l'heure, donc les personnes vont s'inscrire avec une adresse mail. Si elles n'ont pas d'adresse mail, pas de téléphone, bon, créer une adresse mail, c'est pas très sorcier. On pourrait toujours l'accompagner pour leur en créer une. Donc voilà, et normalement, c'est... De toute façon, si elles sont dans le cadre de l'IAE, il y aura forcément... Comment ? Je laisserai M. Schuster répondre après. Voilà. Alors, une dernière question, et justement, ensuite je laisserai la parole à Joséphine Labron et Laurent Schuster, qui évidemment ont réponse à toutes les questions. N'hésitez pas. Ce n'est pas une question, c'est une réflexion. Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue présidente de la chantier d'insertion. Au jour d'aujourd'hui, avec Pôle emploi, les chantiers d'insertion dans le Var fonctionnent bien. Bon, évidemment, il y a des problèmes de prescription comme de partout, ça c'est d'accord. Mais il y a autre chose que je n'arrive pas à comprendre. D'abord, je voulais préciser une chose par rapport au début de la table ronde. Vous avez dit donc les dirigeants craignent quelque chose. En définitive, ce n'est pas le directeur qui craint quelque chose dans les chantiers d'insertion dans toute entreprise, qui est au jour d'aujourd'hui celui qui est le plus mis donc devant le fait accompli, c'est la gouvernance, donc le président ainsi que son bureau. Et ça, je pense que tout le monde devrait l'entendre au jour d'aujourd'hui. Donc, il est bien entendu que ce soit les directeurs avec la gouvernance doivent travailler ensemble. Donc, toute modification qu'il y a, il est évident là aussi que les directeurs ainsi que toute la direction doivent travailler avec son conseil d'administration au fin de mettre à jour pour pas qu'il y ait de risque au niveau donc du bureau ou des présidents ou des présidentes, donc des problèmes. Après, ma réflexion elle est la suivante. Au jour d'aujourd'hui, donc Pôle emploi va prendre en charge une partie pour, entre guillemets, décharger donc certains personnels qui font bien le travail de Laurent, afin d'aider donc les chantiers ou d'autres donc institutions. Mais là, il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout. Parce que vous mettez un millefeuille sur un millefeuille. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe bien, on le modifie. Et comment vous allez pouvoir convaincre quelqu'un qui arrive sur un chantier, déjà qui ne va pas à Pôle emploi pour s'inscrire, et on lui dit d'aller s'inscrire à Pôle emploi parce qu'il n'est pas inscrit. Donc, au jour d'aujourd'hui, il va s'inscrire peut-être encore moins. Et ça sera donc l'entreprise elle-même
qui va être obligé de faire le travail, avec tout le respect que j'ai pour vous, hein, mon cher ami de Pôle emploi, mais on fait l'entreprise qui va avoir une charge supplémentaire afin de vérifier que le salarié, donc au jour d'aujourd'hui, s'est bien inscrit et on l'a bien inscrit, de suivre s'il va bien au rendez-vous ou s'il n'y va pas, et comment vous allez pouvoir effectivement vérifier le nombre de mois qu'il fait ou pas. Parce que ça quand même, je veux dire, quelque chose qui fonctionne, on a un principe en France, quand quelque chose fonctionne bien, de le changer. Moi je veux bien qu'on change tout, il n'y a absolument aucun problème, mais qu'on garde au moins certains points qui fonctionnent. Tout en précisant, et je le répète bien, c'est-à-dire, je sais que ça fait sourire peut-être monsieur qui est assis à côté, voilà, mais donc en l'état, je dis bien que ce soit les conseils d'administration sont responsables de tout ça aussi, et je pense qu'ils devraient participer également aux réflexions. Merci pour vos réponses. Je pense que c'est vraiment une question à laquelle M. Suster pourra répondre. Moi, je dirais que je suis un gosse de l'éducation populaire. On a oublié de dire également que les mouvements d'éducation populaire, on n'en parlait plus depuis de nombreuses années. Tous ces clubs sportifs dans les quartiers qui accompagnent des gamins, des jeunes, qui ne pensent plus avoir d'avenir dans cette société, dans la France, permettre de leur donner la main, de les accompagner pour qu'ils puissent retrouver un emploi, je dirais c'est quand même bien. Non mais c'est pas la question, moi c'est ma réponse, madame. Et je ne rigole pas. Je dirais que par rapport à ça, moi j'ai vécu les crises dans la sidérurgie, dans le bassin sidérurgique à Denain. Pour ceux de Fosse, ça doit parler aussi. Ça fait plus de 40 ans. Quand je voyais des gens, des parents, des grands-parents, qui n'avaient pas de travail, voir les enfants, les petits-enfants, pour eux, bah, c'était normal de ne pas aller travailler. Et aujourd'hui, permettre à ces jeunes de s'inscrire via des grands frères ou des grandes sœurs à une plateforme telle que la plateforme de l'inclusion, moi je pense que c'est une chance pour eux. Et aujourd'hui, je dirais, donnons leur chance. Elle n'a pas dit qu'elle n'était pas d'accord sur la plateforme. Non, mais moi je... C'est ce qu'elle a dit, cette dame. Hein. Elle a dit seulement qu'il y avait des systèmes qui fonctionnaient et qu'elle ne comprenait pas pourquoi, à un moment quand ça fonctionnait, parce que la question de l'agrément, ça reste une relation privilégiée avec les pôles emploi. C'est une co-responsabilité. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans l'IAE. Ça fait 25 ans que j'ai créé un lien de confiance avec le Pôle emploi. Je sais que sur certains territoires, il y a eu des difficultés par rapport au Pôle emploi. Je sais aussi qu'on a fait quand même, le réseau a négocié quand même des accords pour permettre une meilleure cohérence avec le Pôle emploi pour pouvoir évoluer. Moi, j'ai participé au niveau de la DGP au débat sur ce fameux agrément. J'estimais qu'effectivement, pour les AI, pour les ETTI, pour les structures qui avaient besoin d'être réactives par rapport à des décisions et le reste, c'était important qu'on puisse changer et donner la possibilité effectivement que l'agrément puisse peut-être ne pas être obligatoire, mais je trouve dommageable parce que ça reste quand même un lien, même si on nous construit dans une démarche de confiance, c'est un lien quand même administratif qui fait que dans notre gestion, on sait qu'à partir du moment où la personne rentre, elle est bien agréée, on a un document et on sait que donc, les renouvellements permettent que économiquement, parce qu'on va avoir quand même une responsabilité à ce niveau-là, comme je le disais tout à l'heure, et on va fonctionner comme un échec, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire entrer des publics. Et à un moment, on va avoir un contrôle, à un moment donné, instantané, sur des flux, et on va vérifier si on est bien en conformité avec ces flux-là. Et si on ne l'est pas, bien malheureusement, même si on devra justifier, on devra quand même rembourser ce qui n'aura pas été. Donc ça veut dire que ça va demander quand même administrativement un double travail qui avant été co-construit entre les pôles emploi et les structures d'insertion. C'est un peu ça aujourd'hui qui pourrait paraître un peu en question. Au niveau des risques, au niveau des risques, on n'a pas eu de réponse, mais c'est vrai, tu as raison, au niveau du remboursement. Alors moi je ne connais pas le territoire de PACA, moi je connais bien les Hauts-de-France, voilà, mais je dirais que par rapport à ça,
pour l'avoir vécu, c'est quand même, voilà, c'est le cœur qui parle. Moi, juste plus sérieusement que ma réponse précédente, j'ai pas encore une connaissance parfaite, vous l'avez compris, de ce qui s'annonce, puisqu'on est dans le cadre d'une expérimentation, que cette expérimentation, on en attend des retours pour avoir un point de vue plus instruit. J'entends ce que vous dites sur le fait que la relation entre les structures et Pôle emploi, aujourd'hui, elle est très installée autour de cette notion d'agrément. Mais je pense que l'enjeu de demain, c'est de poursuivre évidemment des collaborations de bonne qualité, des collaborations intelligentes et fructueuses qui pourront dépasser ce strict cadre de relations administratives. C'est ce que j'ai dit, je sais qu'il était pour partie déjà dépassé. J'ai cité des exemples de collaboration réussie, mais je pense, mais encore une fois, c'est du point de vue, je parle du point de vue de l'opérateur, j'ai pas d'éléments moi sur la notion de risque, etc. C'est des sujets qui pour l'instant, je m'en excuse, mais m'échappent un peu. Du point de vue de l'opérateur, je suis persuadé que nous pouvons considérablement progresser dans l'appui qu'on peut apporter aux structures pour à la fois en amont et en aval, dans toute la construction et dans toute la dynamique de parcours, que ce soit pour mieux prescrire ou que ce soit pour mieux accompagner dans la structure, puis ensuite dans l'emploi. Et je pense, mais parce que je suis d'une nature optimiste et confiante, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense dans tout ce que je dis, je vois et j'entends, que ce qui s'annonce va permettre de favoriser des collaborations fructueuses et bénéfiques. Je pense qu'en tout cas, on est dans cette dynamique, positive. Je pense que c'est une dynamique partagée, puisque ça va dans le sens d'un meilleur accompagnement et d'une meilleure prise en compte du retour à l'emploi des publics. Je suis désolé, je suis un peu redondant, mais moi c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. C'est plutôt ce sentiment de confiance par rapport à ce qui s'annonce. Et je suis conscient que les choses fonctionnent bien. Pour autant, on peut évoluer pour encore améliorer les choses. Une dernière chose, peut-être juste peut-être pas pour dépasser ce débat, mais c'était un point que je souhaitais aborder. Je vais prendre un exemple qui est un peu décalé. On est en train de développer à Pôle emploi, en lien avec des acteurs économiques, on l'a fait en Nouvelle-Aquitaine et on va le développer dans la région, un outil en ligne qui s'appelle la Bonne Compétence Pro. Et cet outil en ligne permet une mise en relation directe des entreprises avec les personnes qui sortent de formation. Et c'est un outil qu'on développe, je regarde Laurent Meyer, et qui va nous être très utile par rapport aux enjeux qui sont devant nous, avec un autre pacte, qui est le pacte d'investissement, le pacte régional d'investissement dans les compétences. Et vous savez qu'on dispose de moyens importants, et que là aussi, on va passer, il y a un nombre de leviers de financement et des moyens pour accueillir en formation des publics dits infra 4. Et cet outil en ligne, la Bonne Compétence Pro, est assez génial parce qu'il va permettre aux entreprises d'accéder, sur la base du CARIF, OREF, d'accéder aux sortants de formation. Alors pas directement à eux parce qu'il y a des questions RGPD à régler, mais en tout cas ils vont pouvoir, via Pôle emploi ou via l'organisme de formation, accéder aux personnes qui terminent un parcours de formation dans le secteur de, je sais pas, l'électricité, etc. Je me dis que ça pourrait être intéressant qu'on travaille, je sais pas, je vous regarde, mais je sais pas si des initiatives de ce genre sont possibles. Je pense que ce serait intéressant que des entreprises puissent accéder aux personnes qui sont sortant de parcours IAE pour là aussi pouvoir accéder plus facilement à ces compétences. Je pense qu'on peut, il y a des choses à mon avis intéressantes aussi sur le champ de l'innovation dans ce qu'on peut construire au bénéfice des personnes qui sont inscrites dans ces parcours. Voilà, je pensais à ça. Je suis désolé, je suis un peu sorti de votre question et de votre interpellation, mais je pense qu'on a aussi des choses à faire. Je commence à être long, je vois votre main. On a des choses à faire sur le champ de l'innovation aussi. Non, bon, moi j'ai quand même noté que dans la salle, il y a encore
clairement une inquiétude par rapport à cette transformation. Et donc, je vais demander à Joséphine Labroue et à Laurent Suster quel est leur point de vue, les précisions sur les questions qui ont été débattues pendant cette table ronde. Oui, peut-être quelques éléments pour resituer le sujet et répondre en partie aux questions qui ont été posées. En partie. D'abord, en fait, qu'est-ce qu'on fait exactement? On fait 3 choses. Le premier, c'est, comme évoqué ce matin, on a encore aujourd'hui un schéma de prescription, enfin d'orientation, de prescription et ensuite d'agrément. Il nous semblait qu'il y avait une étape de trop, donc il fallait fusionner prescription et agrément. C'est-à-dire que si la prescription est faite par exemple par une mission locale, si elle est faite par un Cap emploi, si elle est faite par un SPIP, si elle est faite par un conseil départemental, si elle est faite par un acteur qui connaît bien tous ses publics, ça ne sert à rien, ou c'est pas forcément utile que Pôle emploi vienne ensuite en seconde phase de validation. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on ouvre la possibilité d'un recrutement direct sous respect de conditions de critères administratifs. Et pour connaître ces critères administratifs, plutôt que pour éviter de les lister et d'en oublier, en fait ils sont librement accessibles sur le site de la plateforme de l'inclusion. Donc vous pouvez taper plateforme de l'inclusion, vous trouverez la liste des critères qui sont expérimentés dans les 3 départements expérimentateurs. Et le troisième élément sur l'agrément lui-même, donc l'agrément va être amené à être supprimé, il demeurera l'idée de passe d'inclusion, passe IAE, numéro d'éligibilité, enfin quelque chose en tout cas qui attestera l'éligibilité de la personne. Cet agrément, il aura une durée de validité de 2 ans, il sera adossé à la personne et non plus à un contrat. C'est-à-dire que l'idée, c'est que toute personne relevant des critères de l'inclusion aura droit à un parcours de 2 ans dans l'IAE, et ensuite il nous restera à définir, pour répondre à une question qui a été posée, une sorte de droit à l'oubli entre un parcours, une personne qui puisse ses 2 ans d'IAE, sort de l'IAE, puis après il a du mal à retrouver un emploi, on se rend compte que ce serait pertinent qu'il poursuive. Donc voilà, il faudra inventer cet espace-temps qui permet de dire qu'on a de nouveau droit à un parcours IAE. Et donc pour répondre aux inquiétudes qui ont été mentionnées tout à l'heure, toutes les SIE, vous ne serez pas obligés de passer par un recrutement direct. Il y aura toujours la possibilité de passer par un recrutement, par une prescription faite par Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, acteur habilité à le faire sur le territoire. Donc ça, normalement, ce serait de nature à vous rassurer. Vous n'aurez pas plus de travail à faire si vous ne souhaitez pas recruter directement vous-même des personnes. Je sais pas si... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le principe, c'est qu'il y a un diagnostic qui est fait. Ce diagnostic, il est soit fait par un prescripteur habilité, soit fait par la structure. Et ensuite, si la structure décide de recruter elle-même le salarié sans passer par un prescripteur, elle aura à vérifier, par contre, dans ces cas-là, que cette personne relève bien des critères administratifs, RSA, TH, etc. Ou un cumul de critères administratifs. Si on a sur cette fiche de prescription, le diagnostic, on l'a. Après, c'est la fameuse question de ce matin de comment se fait la transfert de fiches, de fiches de liaison. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut inventer, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. C'est interdit. Oui, mais ça, justement, c'est un des sujets que l'on voit avec la direction de Pôle emploi. Mais par contre, normalement, ça ne doit pas engendrer. Si ça engendre une charge administrative supplémentaire, on aura raté, évidemment. C'est pas du tout l'objectif. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, sur peut-être un peu un aperçu du calendrier. Aujourd'hui, c'est expérimenté sur 3 départements. Dans la circulaire du Fonds d'inclusion dans l'emploi, on indique grosso modo la philosophie de ce qu'on poursuit, le cadre, de manière très synthétique, et ensuite on fera une instruction spécifique sur ce sujet pour donner un cadre juridique en fait à cette expérimentation. Donc la circulaire, c'est dans les prochains jours. Le troisième élément, c'est que cette expérimentation a vocation à être élargie. Donc une fois que justement les éléments relatifs au RGPD, les éléments relatifs à la conformité juridique par rapport à la loi ont été levés, on pourra élargir à de nouveaux départements ou à de nouvelles régions. Et ensuite l'élément de généralisation, lui, passera par la loi, parce que l'agrément relève de la loi. La loi elle devrait être déposée au Parlement à peu près mars, avril, mai, et elle devrait être votée autour de septembre, octobre, novembre. Bon, il y a une incertitude liée à la réforme des retraites, mais en gros, c'est ça le calendrier dans lequel on travaille. C'est-à-dire qu'en gros, la suppression de l'agrément tel qu'il existe aujourd'hui et la formalisation du nouveau cadre de prescription d'agrément, c'est pour 2021, je pense. Et après, effectivement, loi, décret, etc. Et ensuite, en dernière chose, donc ça, normalement, ça répond à la question aussi de l'ASP, puisque le numéro, il y aura bien un numéro, donc ce numéro sera transmis à l'ASP comme aujourd'hui le numéro de l'agrément l'est. Vous avez évoqué des sujets de sortie, de lien avec les entreprises, etc.
En fait, aujourd'hui, la plateforme de la plateforme n'a été développé qu'un premier module, celui qui doit faciliter le recrutement, le sourcing, entre guillemets. Mais demain, ce qu'on travaille avec Joséphine, le conseil d'inclusion emploi et les start-upers, entre guillemets, c'est justement des nouveaux modules. Et ces nouveaux modules, ça peut être justement la sortie, donc le lien avec les entreprises, comment faciliter après un parcours IAE le fait que la personne soit recrutée par une entreprise lambda du droit commun. Ça peut être le lien avec les clauses sociales qui ont été évoquées ce matin. Et troisième élément, ça peut être une solution, et ça pour le coup très concrètement on y travaille cette semaine notamment, une solution pour réduire les charges administratives. Donc l'idée c'est pas d'en rajouter parce que là ce serait catastrophique, c'est plutôt de les réduire. Oui, c'est ça. Alors j'entends et on entend, et c'est pour ça qu'on est content de venir aussi d'entendre vos craintes et vos questions vis-à-vis de ce projet qui a été lancé, qui est en train d'être mis en œuvre. Comment dire, pendant la phase de concertation, on n'avait pas autant de témoignages d'amour envers l'agrément, on va dire. Donc là, on sent que vous avez un peu, vous êtes triste de le laisser derrière vous. Vraiment, voilà. On a vraiment construit ça aussi avec, enfin ça vous le savez, on vous l'a dit plusieurs fois, avec les acteurs, et donc ça, c'est censé répondre à plusieurs objectifs différents, et notamment l'objectif de simplification et d'allègement de la charge administrative. La plateforme en soi, donc en tout cas cette brique numéro 1 sur le sourcing dont on vient de parler ce matin, enfin cet après-midi et un petit peu ce matin, ce n'est qu'une brique du projet global sur la simplification qu'on essaye de faire. Donc il y aura cette brique 2, le lien avec l'ASP, comment on fait mieux le lien entre les outils de suivi de parcours et la collecte des informations des salariés pour éviter le double remplissage, etc. etc. Donc c'est vraiment, et ensuite sur le conventionnement et le dialogue de gestion, on va le travailler cette année avec les directs, avec les acteurs. Voilà. L'objectif, et là ça fait que, on va dire, 4-5 mois que le BACT est publié, on est au tout début du travail, donc je comprends que ce soit frustrant, je comprends qu'il y ait des impatiences, mais on essaye vraiment de... Enfin voilà, comment... Oui, dites-moi. On n'est pas dans les impatiences, on est dans le pragmatisme parce qu'on gère des structures tous les jours et on doit anticiper ce que sera demain. Et comme on est déjà dans des systèmes de fragilité, plus on gère en anticipation et plus on comprend le phénomène, plus on arrive à pouvoir être opérationnel. C'est surtout ça. Ouais. C'est pas nos craintes ou nos peurs ou quoi que ce soit. On est tranquille, vous savez, au bout d'un certain temps, on sait comment ça fonctionne. Et les lois, ça fait depuis 20 ans qu'on les vit. Chaque 3 ans, on a un changement. D'accord, chaque 3 ans, on doit s'adapter à de nouvelles process, à de nouvelles procédures, que ce soit autant au niveau de la formation professionnelle, que ce soit au niveau des emplois aidés qui sont devenus maintenant des aides de poste. Donc c'est pas du tout de l'épatillage de notre part, c'est plutôt de C'était pas le sens de mon propos. C'est surtout du professionnalisme, de l'anticipation pour être le plus opérationnel et pouvoir accueillir dans les meilleures conditions. Si nous on n'est pas capable d'être cohérent et avoir bien compris le système, nos publics, les gens qui vont venir vers nous, si on ne sait pas comment leur expliquer les choses, on va louper notre pari et on va faire l'inverse de ce qu'on voulait faire. Donc plus on comprendra, plus on sera opérationnel, plus on accueillera les démarches avec facilitation et plus on pourra permettre aux gens qui viendront vers nous pour avoir un contrat d'être le plus visible possible dans notre manière de les accueillir. Ça fait tout à fait la transition avec ce que j'allais dire. En fait, là, la démarche, elle a été lancée il y a 6 mois. Le choix a été fait de le lancer dans 3 territoires et que donc pour le moment, le cadre n'est pas complètement stabilisé. Donc en effet, on fait le constat et on a des questions qui nous viennent tous les jours et qui est exactement ce que vous venez de dire. On en a vraiment conscience qu'il faut pour vous pouvoir anticiper et planifier la mise en œuvre de cette plateforme, mais qui, comme Laurent l'a dit, ne sera pas pour dans 3 ou 4 mois dans la région. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc sachant en tout cas que là, c'est vraiment en train d'être stabilisé, il va y avoir les éléments réglementaires, les textes réglementaires qui vont pouvoir avancer sur ça. Et notre but, alors ok, en effet, on ne l'a pas fait jusqu'à présent, mais c'était pas possible, mais c'est de pouvoir anticiper dans les territoires la mise en œuvre de cet outil, et notamment via la méthode qu'utilise la start-up d'État, et c'est pour ça qu'on a choisi cette approche-là, de le faire avec les territoires. Donc ils mettent en place des Open Labs, enfin M. Barral connaît ça très bien maintenant, pour pouvoir le mettre en place avec les territoires. Donc en effet, aujourd'hui, PACA n'est pas concerné par ces 3 territoires d'expérimentation. Donc en effet, le niveau d'information aujourd'hui qui redescend est très limité. Donc, on est content de pouvoir déjà vous en dire un mot aujourd'hui. Donc on a bien conscience de ça. On va tâcher de remédier à ce manque de communication et d'information dans les mois qui viennent pour que vous puissiez anticiper. Mais
Encore une fois, ce n'est pas une contrainte supplémentaire. Enfin, Laurent l'a précisé, si vous ne voulez pas passer par l'autoprescription et passer par les critères administratifs, vous pouvez toujours continuer de passer par Pôle emploi si vous avez un bon interlocuteur à Pôle emploi. Ça ne changera rien à vos relations avec Pôle emploi, au contraire. Et surtout, la nouveauté, c'est que les liens privilégiés que vous avez pu construire jusqu'à présent avec votre interlocuteur Pôle emploi autour de cette démarche, de cette formalité administrative de l'agrément, vous allez pouvoir développer des liens aussi privilégiés avec les autres prescripteurs qui dorénavant vont devenir prescripteurs de droit, donc que ce soit les missions locales ou le CCAS qui est à côté ou la PJJ dont on parlait ce matin. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment, enfin, nous on l'a vraiment construit comme un plus et surtout pas comme une contrainte supplémentaire ou une limite. Bon, et ben surtout pas comme une contrainte supplémentaire. Ce sera le mot de la fin de cette première table ronde. Je remercie tous les intervenants et intervenantes.